Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'IFPAS Télé et notre première émission, la table ronde de l'assurance, qui est relative à un sujet d'actualité, la cybersécurité. Je suis heureux d'accueillir David Hofer, le président de la Fédération française de la cybersécurité. Bonjour Laurent. Je suis heureux également d'accueillir Harold Huillier, qui est directeur délégué à DAPAP Digital. Bonjour Laurent. Et également le CEO Denis Plana, le CEO de FreePro et qui également représente l'actionnaire majoritaire d'iTrust. Il nous en dira deux mots certainement tout à l'heure. Avec plaisir Laurent. Bien, je vous propose pour commencer, il y a une enquête qui a été réalisée par les trois personnes ici présentes, qui a été restituée récemment et Madame la ministre en charge des PME a dit deux mots, c'était sous son patronat. Je vous propose d'entendre les propos de Madame la ministre. Qu'il s'agisse d'un vol de données, d'une immobilisation de l'activité ou encore d'une demande de rançon, les entreprises sont extrêmement vulnérables face à ces menaces. En même temps, ce sont des menaces qui émergent, qui apparaissent depuis quelques années, et pour autant, il ne faut vraiment pas les sous-estimer. La conséquence, elle est évidente. Le coût d'une cyberattaque ne cesse d'augmenter. Le coût financier, évidemment à court terme, vous le savez, mais aussi le coût réputationnel à long terme, et dans tous les cas, un coût économique majeur pour les entreprises. Il me paraît donc très important d'insister sur plusieurs éléments. Pour commencer, il faut faire prendre conscience aux entreprises, peu importe leur taille, des risques qu'elles courent en n'engageant aucune action en termes de cybersécurité. Aujourd'hui, trop peu d'entreprises, notamment chez les plus petites, s'emparent du sujet et trop nombreuses sont celles qui, après avoir subi une attaque, reprennent le cours normal des choses comme si il n'était pas imaginable que le phénomène puisse se reproduire. On doit vraiment donc sensibiliser les entreprises, aussi petites, je le redis, soient-elles, pour éviter qu'elles n'en fassent trop rapidement les frais. Par ailleurs, on doit aussi travailler ensemble à aiguiller ces entreprises vers les meilleurs outils de protection, qu'il s'agisse d'une assurance ou d'un antivirus. Ce n'est pas tout de prendre conscience du problème, il faut prendre en main de bonnes solutions. Des dispositifs performants existent, déjà il faut les faire connaître, et peut-être faut-il aussi les améliorer. À Bercy, la Direction Générale du Trésor, vous le savez, anime un groupe de travail dont l'objectif est justement de développer le marché de l'assurance cyber, mais aussi, je dirais même surtout, d'en faciliter l'accès pour les TPE, PME pour améliorer la résistance de nos entreprises, de toutes nos entreprises face à ces menaces. Ça ne vous étonnera pas, mais le cyber est évidemment une priorité de Bercy, au point que je vais finir par croire que ce n'est pas par hasard si Bercy à l'envers donne en effet cyber. Bien David, une enquête. Pourquoi une enquête ? Eh bien, une enquête de cybersécurité, ou plutôt la grande enquête sur l'état de la cybersécurité auprès des PME, et des TPE et des PME était importante et incontournable parce que, bien entendu, au niveau de la Fédération française de la cybersécurité, nous suivons avec une grande attention les différents sujets liés à la cybersécurité, notamment aux cyberattaques sur le tissu économique. Et alors qu'on a quand même énormément de chiffres sur ce qui se passe auprès des grands groupes, des grandes entreprises, les chiffres que nous avions sur les TPME, ce qu'on appelle les TPME, étaient finalement assez flous. On avait des chiffres, mais qui provenaient pour beaucoup des États-Unis, où il y a une démocratisation un peu plus forte, finalement, des remontées d'informations. Et nous avons voulu faire une enquête très indépendante, une enquête avec une vision un peu plus civile du marché de ces TPME. Et en fait, au-delà du nombre des cyberattaques, être en mesure de caractériser les diagnostics, les causes et également les remèdes que nous pourrions apporter pour sécuriser ces TPME et voir quels étaient les freins éventuels qu'il aurait pu y avoir à leur sécurisation. Ce qui est très intéressant, vous parlez de grande enquête, mais j'ai cru comprendre que l'échantillon était très représentatif. Je crois que vous avez envoyé l'enquête à 100 000 entreprises, ce qui est très, très significatif. Effectivement, c'est pour cette raison que nous avons mené cette enquête en collaboration avec
avec APAV, avec FreePro, avec iTrust, parce que nous avons réussi en fait à avoir un échantillonnage extrêmement large de TPME. Nous avons envoyé l'enquête à plus de 100 000 entreprises qui ont répondu. Et dans ces 100 000 entreprises, on a effectué après, bien sûr, un échantillonnage très représentatif, ou tout du moins le plus possible. Mais ce qui était très intéressant, c'est surtout qu'on a eu en fait des formulations qui étaient peut-être différentes de ce qu'on peut retrouver dans les enquêtes traditionnelles qui sont plutôt réalisées soit par des services de l'État, soit par des instituts de sondage qui n'ont pas forcément cette vision cyber, cette vision, comment dirais-je, très proche en fait des entreprises et des problématiques cyber au cœur des entreprises. Avec de nombreuses questions posées, me semble-t-il, des dizaines de questions posées. Une cinquantaine de questions très détaillées avec 3 grands pôles. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais l'idée, c'était véritablement de pouvoir avoir une remontée d'informations très pertinente de manière à effectuer un diagnostic qui soit le plus transparent et le plus sincère possible, de manière à ce qu'on puisse par la suite essayer d'imaginer les solutions qui vont pouvoir accompagner ces entreprises et permettre leur sécurisation. Tout ça, bien entendu, dans une vision altruiste de la sécurisation du tissu économique. Harold, au regard des résultats de cette enquête, comment les TPE-PME peuvent-elles s'améliorer sur le plan humain et organisationnel ? D'abord sur le facteur humain, ce qu'on a constaté, c'est que 70% des entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque l'ont été par le biais des salariés. Donc ce qu'on préconise par rapport à ces types de cyberattaques, c'est de sensibiliser les salariés. Et deuxièmement, pour que cette culture de cyberdéfense soit ancrée au sein des entreprises, c'est de pouvoir lancer des campagnes de phishing pour s'assurer qu'en permanence, on soit aux aguets pour vérifier et s'assurer qu'on ne va pas cliquer sur un lien qui va nous amener une pièce dangereuse. Ensuite, sur le facteur organisationnel, ce qui est important, c'est que que les entreprises mettent en place des moyens adaptés, tant financiers que en termes de moyens humains. Ce qu'on a constaté à travers cette enquête, c'est que 93% des entreprises n'ont pas de budget dédié. Donc, c'est quand même compliqué pour pouvoir se lancer. Donc, ça doit être une priorité pour les entreprises. Deuxièmement, ce qu'on préconise, c'est d'établir une politique de sécurité dans l'entreprise. Encore aujourd'hui, les entreprises qui sont passées à l'action, seulement 47% ont mis en place cette politique de sécurité informatique. Et enfin, c'est d'effectuer des sauvegardes avec des équipements appropriés. Donc, ce qui veut dire qu'en l'occurrence, ce que je comprends dans vos propos, c'est que les cyberattaques sont pendant les heures de travail. Complètement. Ça passe par le salarié et effectivement, c'est une confirmation. Donc, ça se passe uniquement sur les plages horaires de présence des salariés. Donc, pas de budget pour la majorité, pas de procédure, pas de moyens humains. Complètement. Alors, on rentre dans un système un peu complexe parce que la cybersécurité, on voit tout de suite des coûts, notamment des coûts humains. Et puis, on a une problématique assez conséquente sur les sujets humains. Parce qu'on a parlé de la formation des salariés à la sensibilisation, mais il y a aussi aujourd'hui un manque d'effectifs pour accompagner les entreprises. C'est-à-dire qu'on le voit sur la région parisienne, il y a plusieurs milliers de postes à pourvoir en cybersécurité. On a besoin d'accélérer la formation d'opérateurs, de responsables de sécurité informatique partagés pour les TPE, afin d'avoir une offre adaptée techniquement et économiquement aux entreprises TPE, PME. Oui, nous avons fait une enquête au niveau de l'IFPA. Je ne sais pas si votre enquête recoupe ces chiffres, mais je crois qu'il y avait 7000 postes, une photo en besoin cyber, expert cyber à un instant T. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'IFPAS organise des formations, notamment avec l'aide de la Fédération française de cybersécurité, qui vont d'assistants cyber à auditeurs cyber, en passant par souscripteurs assurance cyber. Donc oui, les moyens sont mis en œuvre par certains organismes de formation, dont l'IFPAS. Denis, comment peut-on s'améliorer sur le plan technique ? J'ai tendance à dire que la question intervient après les deux précédentes. C'est-à-dire, l'enquête démontre qu'à peu près 1 millier d'entreprises nous a répondu sur les 100 000 questionnés. Le vrai sujet, c'est pourquoi les 99 autres 1000 n'ont pas répondu. Alors même que votre émission, la télévision, la radio, les journaux, tous les jours, on entend parler de cyberattaque. Donc j'ai déjà une première interrogation. Doit-on répondre par la technique aux 99 000 entreprises qui n'ont pas répondu ? Non, on doit déjà les informer. On a un vrai débat sur l'information. Vous parliez de formation, je pense que c'est essentiel. Ensuite, j'entends par Harold qu'il n'y a ni budget, ni véritable sensibilisation des utilisateurs.
C'est là où peut-être, avant même de répondre à une question technique, de comment est-ce qu'on peut faire pour libérer des capacités d'investissement pour ces entreprises qui se disent être incapables d'investir. Bon, Free Pro est un acteur récent sur le marché qui renverse un peu la table, comme le groupe Free l'a toujours fait, en essayant de libérer ses capacités d'investissement, dans des offres sur la connectivité, sur l'hébergement moins chères. Et j'ai coutume de dire à nos clients, l'économie que nous vous avons permis de générer, gardez-en une partie dans votre poche, mais si possible, investissez dans la cyber. Donc on le voit bien, avant de répondre à la solution technique, et je vais vous en parler dans un instant, en premier lieu, faire en sorte que tout le monde se sente concerné, c'est notre devoir à tous. Et l'enquête que nous avons menée avec la PAV et puis la Fédération française de la cybersécurité, c'était bien là pour ça. Identifier le risque pour tous. Alors vous faites quoi concrètement sur la sensibilisation avant de parler de la partie Il faut technique? parler à nos clients. Et dans le domaine des TPE, PME, nous n'avons d'autre choix que d'assurer une grande proximité pour leur parler. Une proximité géographique. Il faut être présent sur l'ensemble du territoire, et c'est le cas avec la PAV. Nous essayons d'être au plus près de nos clients, de nos prospects. Il faut assurer une proximité de taille. Une entreprise de 5, 10, 15, 50 salariés aime bien parler à son homologue, à des entreprises qui se mettent en face des tailles d'entreprises à peu près équivalentes. On se parle entre confrères. Donc deuxième proximité, la proximité de taille. Et enfin, peut-être la plus importante, c'est la proximité métier, la proximité sectorielle. On est ici sur un plateau qui parle d'assurance. Si vous prenez par exemple la sinistralité automobile, il y a celui qui a eu un accident, celui qui l'a généré, puis après il y a le carrossier, le glacier, celui qui s'occupe de la peinture, tout un tas de parties prenantes qui à un moment donné vont être en relation. C'est autant de portes d'entrée à des cyberattaques. Donc lorsqu'on parle des utilisateurs qui sont sur le lieu de travail pendant les heures ouvrées, oui, sauf que le télétravail aujourd'hui, sauf que la distanciation, sauf que le fait que les gens travaillent un peu tout le temps, veut dire qu'il y a autant de porosité là-dedans. Donc, les solutions techniques, elles existent. Avant toute chose, sensibilisation des équipes, sensibilisation des clients, proximité de cela par rapport aux risques qu'ils ont dans leur métier. Et ensuite, on peut parler de solutions techniques. Alors, vous évoquez le télétravail. Il est clair que c'est un facteur qui a développé les risques auprès de la cybersécurité. Et là, que faites-vous tous là, sur ces sujets-là, avec le télétravail? Est-ce qu'on a des solutions? Oui, les solutions, on l'a un peu évoqué, c'est déjà protéger l'ensemble des moyens de traitement de nos clients, leurs données sources. Donc évidemment, on peut mettre des pare-feux, évidemment, on a la possibilité de sécuriser à distance. Certains de nos clients nous confient la sécurisation de leur plateforme. Ça veut dire que nous avons des centres de surveillance qui, en permanence, regardent les attaques les plus connues, mais aussi les moins connues. D'ailleurs, j'insiste, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. L'intelligence artificielle, elle a commencé il y a des années en arrière. C'est-à-dire la capacité à analyser un grand nombre de données pour anticiper ce que pourrait être la future attaque. C'est un peu comme la météo, si vous voulez. Vous regardez la télévision, on vous donne la météo de la veille. Éventuellement, vous pouvez dire, tiens, mes enfants qui habitent en Charente-Poitou n'ont pas eu la même météo que moi à Paris. Très bien. Ce qui vous intéresse davantage, c'est la météo du week-end prochain. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour anticiper. Et en matière de cybersécurité, vous savez, les voyous ont toujours un petit temps d'avance par rapport à la police. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour étalonner et pour s'asseoir tous ensemble avec nos données et essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Donc les solutions techniques, elles sont beaucoup basées sur l'intelligence artificielle. Merci. Et vous, Harold, qu'en pensez-vous? Par rapport à nos clients et les TPE, PME, en termes d'approche, ce qu'on préconise pour s'adapter aux usages de l'entreprise, parce que pas toutes les entreprises font du télétravail ou font beaucoup de télétravail, pour s'adapter au secteur, ce qu'on préconise, nous, c'est d'abord de faire une évaluation, ce qu'on appelle un diagnostic. Et à travers ce diagnostic, on va prendre en compte les usages de l'entreprise et adapter la réponse qu'on mettra en face. Du sur-mesure. Donc, en fonction de, on va aller intensifier ou pas les formations du personnel. On a des briques spéciales qu'on a développées pour la partie télétravail notamment. On va également adapter les contenus d'accompagnement, c'est-à-dire à travers l'accompagnement à la rédaction d'un plan de sécurité des systèmes d'information. On va décliner cette partie, par exemple, télétravail. On va décliner également sur des parties pour des entreprises qui sont, par exemple, dans le médical et qui, on va dire, brassent beaucoup de données personnelles. On va renforcer les sujets de protection des données, de sauvegarde des données, qui sont des éléments hyper stratégiques et réglementés. Vous auriez des conseils pratiques à nous transmettre, à nous communiquer pour un patron de TPE, PME? 2-3 conseils? Alors, notre premier conseil, c'est avant tout, pour avoir une bonne vue de ce que représente la cybersécurité et quels sont les moyens à mettre en œuvre
pour pouvoir se protéger, c'est d'évaluer son installation. Donc faire appel à des experts comme APAM pour faire un premier niveau de diagnostic. Donc on a développé un diag qui est adapté techniquement et économiquement au TPE-PME. Donc c'est un budget qui est très réduit, aux alentours de 500 €, mais ça permet d'avoir une évaluation sur le côté humain, on en a parlé il y a quelques instants, le côté organisationnel et également technique. Effectivement, juste après ce diagnostic, finalement, c'est un bilan de la situation. Quel est mon risque, selon les secteurs d'activité, selon la notoriété de mon entreprise? On aime bien attaquer les entreprises qui font un peu les malines, hein, qui se mettent sur le devant de la scène. C'est un jeu un peu sur le marché. Une fois que ce diagnostic est posé, il s'agit de mesurer la bonne réponse technique à mettre en œuvre. Très clairement, on complète souvent ça par les tests d'intrusion, parce que souvent le diagnostic, c'est dire non, on est relativement peu vulnérable, etc. Donc on aime bien les tests d'intrusion. C'est un peu comme si on simulait un accident de voiture. Bon, pour de faux. Une prise de conscience. Voilà, et la prise de conscience, elle est définitive. Et de se dire que les données qu'on essayait de protéger, elles valent de l'argent. À chaque fois, il y a des pertes financières. Pour peu qu'en plus ça aille très très loin, on peut même mettre la clé sous la porte. Mais il y a une perte financière. Donc ces tests d'intrusion sont là pour définitivement marquer au fer rouge ou sensibiliser les chefs d'entreprise. Une fois que ça c'est fait, les solutions sont modulables. Nous avons lancé en avril dernier une offre dite Cyber Expert pour les PME, PMI, pour quelques centaines d'euros par mois selon le nombre d'utilisateurs, selon évidemment la complexité rencontrée. Vous avez la garantie que 100% des attaques puissent être bloquées à l'entrée. Et puis, selon encore une fois la taille de l'entreprise, sa sensibilité au risque, nous mettons, comme je le rappelais tout à l'heure, des centres de supervision qui, en 24/7, s'attachent à protéger l'entreprise, pas simplement dans le siège social, mais également dans les succursales ou dans des magasins, et également ceux qui font du télétravail. Puisqu'on le rappelait tout à l'heure, les trous sont un peu partout, généralement pas au point névralgique. On rentre par les moyens les plus faciles, souvent les utilisateurs. D'où votre acquisition d'iTrust. Alors l'acquisition d'iTrust était exactement pour ça. C'est qu'au-delà de poser le débat, de dire « oh là là, potentiellement ça peut être grave, un chef d'entreprise, il veut qu'on lui apporte une solution ». Donc iTrust, société française, qui a développé ses compétences autour de l'intelligence artificielle, nous a permis de lancer cette offre au mois d'avril dernier, adaptée économiquement, mais surtout adaptée, j'allais dire, sur la simplification. Il faut démocratiser. Si vous dites « c'est compliqué, c'est cher et c'est long », sincèrement, un chef d'entreprise de PME, PMI, il ne vous écoute plus. Si vous dites « c'est très facile à mettre en œuvre », c'est fait très rapidement, c'est parfois quelques heures ou quelques jours. Et en plus, c'est durable parce que c'est une solution qui va être pérennisée dans le temps. Là, il vous écoute. Ce que je trouve intéressant lorsque je vous entends tous les deux, c'est qu'on parlait de budget en introduction, mais j'entends des montants que je trouve relativement modestes, acceptables, y compris pour une TPE-PME. Ça ne coûte pas si cher que ça. Alors oui, on a travaillé, nous les grandes entreprises, à adapter notre offre de service, comme je le disais, sur les aspects techniques et puis sur les aspects financiers. Et c'est important de bien s'équiper. Parce que ce qu'on constate, c'est que le coût d'une cyberattaque est beaucoup plus important que l'équipement. Et quand on doit remédier derrière, lorsqu'une entreprise, on a noté 3 conséquences qui sont liées à une cyberattaque. La première, c'est l'immobilisation de l'entreprise. C'est-à-dire que l'infrastructure, on n'a plus accès. La téléphonie ne fonctionne plus. Donc, et ça, pendant plusieurs jours, on a même noté une dizaine de jours pour certaines entreprises. Une dizaine de jours. Donc l'impact financier, il est indirect. Je ne suis pas sûr que tous les patrons de PME aient cette conscience du Complètement. nombre de jours de perte d'exploitation. Alors, pas le nombre de jours, mais ils ont conscience du risque de perte financier. Mais souvent, c'est à travers des actions frauduleuses, de cyberattaques, de détournements, de virements, etc. Donc, ils n'ont pas cette notion de perte financière indirecte. Et ça, c'est une des conséquences, la première conséquence de cyberattaque. Déjà, souvent, le patron de PME se dit « ça ne me regarde pas, je ne serai pas touché par une cyberattaque ». Et quand il en a conscience, il n'a pas conscience du nombre de jours de perte d'exploitation. Complètement. Alors, c'est quelque chose que nous, on encourage à travers nos diagnostics, de bien s'équiper derrière. C'est très important. Et aussi de travailler sur le fait que ce n'est pas parce que je suis équipé qu'il n'y a pas de danger. Souvent, on voit que l'attaque est systématiquement extérieure, faite par un hacker. Mais c'est souvent aussi par rebond. Et ça, c'est une nouveauté qu'on a pu découvrir dans notre enquête, c'est que on a pas beaucoup de TPE, PME qui ont été attaqués, qui nous ont déclaré avoir subi une attaque à travers un de leurs fournisseurs. Et ça, c'est une vraie nouveauté. C'est un point essentiel. En fait, on est tous unis contre ce fléau. Il n'y a pas client, fournisseur, etc. Ce n'est pas ça du tout. Le monde change, il est ouvert, tout le monde est interconnecté, les moyens de communication en mobilité, a fortiori avec la 5G qui va se propager, avec la fibre qui permet en permanence de revisiter son métier avec de nouveaux moyens. Mais on n'est pas fermé dans une entreprise.
Quand on sort, on ne met pas tout à double tour. En permanence, on reçoit des mails, y compris de nos fournisseurs qui peuvent travailler à des horaires décalés, qui peuvent être à l'autre bout du monde aussi. Donc on est dans un monde extrêmement poreux, extrêmement ouvert. Donc il n'y a d'autre choix, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire au travers de cette enquête, que de se sentir tous concernés. Il n'y a pas les grandes entreprises à risque et les petites entreprises qui sont planquées dans leur coin. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde est concerné. Et ça veut dire qu'on doit faire preuve de citoyenneté, c'est ce qu'on a voulu faire avec la Fédération française de cybersécurité. C'est au-delà du fait qu'on ait des choses à vendre en termes de fournisseurs. C'est pas ça. On a 99% des entreprises qui n'ont pas répondu à l'enquête. Je persiste à penser que notre rôle à tous, et je pense que cette émission y contribue, c'est de sensibiliser tout le monde. Et une fois qu'on sera tous concernés, le niveau de risque restera là, mais en tout cas, on sera paré aux attaques qui peuvent venir de partout. Complètement. Et puis, on est sur un tissu économique hyper important. Les TPE-PME, je rappelle, c'est le premier employeur en France. Et c'est important qu'elles se digitalisent. Ça, c'est essentiel pour être compétitifs sur leur marché. La digitalisation, ça veut dire également élargissement de la surface d'attaque. Vous avez parlé de mobilité, Denis, mais il y a également donc l'appareil, le smartphone, mais il y a également les sites Internet. Donc ça, c'est d'autres surfaces d'attaque. Et souvent, ce qu'on a constaté pour les entreprises qui ont été attaquées, elles avaient fermé les volets, la porte d'entrée, et avaient oublié de mettre la serrure sur la porte de garage. Alors, ça vous fait sourire, mais voilà, il faut absolument travailler et faire évaluer, même si on est sûr de son installation, évaluer ces installations et progresser. Merci. Nos spécialistes mettent à peu près 5 minutes pour hacker une entreprise, pour hacker une PME, PMI, en moyenne. Vous mettez ça dans les mains d'un spécialiste, il trouve la porte du garage pas loquée en moins de 5 minutes. C'est inquiétant. Alors, je vais rebondir également, parce qu'effectivement, Denis le rappelait, c'est pour ces raisons qu'on a voulu mener cette enquête. Ce qui est très intéressant au travers des chiffres qu'on a remontés, c'est qu'on a constaté que 70% des entreprises ne se considéraient pas comme des cibles potentielles. Et ça, c'est absolument incroyable parce que ça veut dire aussi qu'à partir du moment où elles ne se considèrent pas comme des cibles potentielles, elles ne mettent aucune action en place. Alors que si on reprend ne serait-ce que le cadre législatif, parce qu'il faut quand même rappeler que la cybersécurité, ce n'est pas uniquement des services et des produits. La cybersécurité, ça couvre un panel très large qui passe aussi par le juridique, qui passe aussi par de la conformité, qui passe aussi par des actions qui se déclinent aujourd'hui en politique et en stratégie. Et donc, en fait, c'est un écosystème qui avait déjà été presque anticipé, notamment, Harold évoquait la numérisation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cybersécurité, c'est transversal. Ça touche tous les métiers et à partir du moment où on parle numérique, on est obligé aujourd'hui de parler cybersécurité. On le voit avec l'importance de la valeur de la data, ce qu'on appelle la donnée. Et cette donnée, aujourd'hui, elle est partout. Alors, ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, c'est la valeur de la donnée. Exactement. C'est ça qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et l'Europe avait essayé d'anticiper ces sujets-là avec la réglementation générale pour la protection des données, la fameuse RGPD dont on parle souvent, qui est rentrée en vigueur en 2018. Mais depuis 2018, on est aujourd'hui en 2023, on voit qu'il n'y a pas eu de progrès. C'est-à-dire que théoriquement, chaque entreprise est concernée par la protection des données personnelles. Et il faut se souvenir que dans la RGPD, on a des règles qui concernent la partie cybersécurité. Elles ne sont appliquées par quasiment aucune entreprise. Alors, aucune entreprise, aucune TPME. Certaines, on l'a vu dans l'enquête, ont bien diligenté un DPO, mais derrière, sur la partie cyber, il n'y a rien. Et ça, c'est très intéressant. Et le révélateur, ça a été le télétravail. Vous évoquiez le télétravail. Le télétravail, avec la crise sanitaire du Covid, a été un effet d'accélérateur fort pour la cybersécurité parce qu'on a eu une vague très importante de cyberattaques en début de crise Covid parce qu'en fait, les entreprises n'étaient pas préparées. Donc, on a ouvert finalement les portes à tout vent pour permettre aux salariés de travailler à distance. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ouvrir la porte pour faire du travail à distance, très souvent, il y a des entreprises où les salariés utilisaient le matériel personnel, donc pas forcément sécurisé comme il le faudrait, et ça a été en fait un appel d'air
colossal pour en fait attaquer les PME, d'où en fait cette recrudescence de cyberattaques qu'on a vécue ces 2 dernières années avec des chiffres qui sont absolument astronomiques, et aussi ces défaillances d'entreprises. On le rappelle pas assez, mais la moitié des entreprises, des PME, c'est même un peu plus de la moitié qui subissent des cyberattaques paralysantes, ce qu'on appelle, déposent le bilan dans les 6 mois derrière. Et ça, quand on l'a bien en tête et quand on dit à un chef d'entreprise, mais si vous avez une cyberattaque paralysante, vous déposerez le bilan, aujourd'hui, il commence à en prendre conscience. Quand on disait ça il y a 2 ans, vous disiez c'est le gars d'à côté, ce sera jamais moi. L'enquête a montré quand même une amélioration, cette sensibilisation commence à prendre ses effets. Il y a quand même, il me semble, au regard de l'enquête, une évolution. Complètement, Laurent. On a constaté à travers l'enquête de l'amélioration, mais il y a encore beaucoup de travail. J'aimerais rebondir, si vous le permettez, David, sur les sujets de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers cette enquête, lorsqu'on a posé la question sur les typologies de données qui avaient été vampirisées par nos cyberattaquants, si je peux me permettre ce terme, tous les types de données sont concernés. Parce qu'on a parlé RGPD, alors souvent un patron de TPE-PME dit « moi je ne suis pas concerné, moi j'ai une entreprise de TP, c'est les RH qui s'occupent des données personnelles, mais je n'enregistre pas les données de mes clients. » Mais là, on parle bien de données clients. Quand vous avez mis 10 ans à monter votre catalogue, votre portefeuille client, et que du jour au lendemain, vous n'avez plus accès, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous ne pouvez plus les contacter, vous ne pouvez plus faire d'action commerciale. Vous n'avez plus accès à votre état financier. Donc l'impact, et je reviens, c'est l'impact sur les données, c'est un impact financier indirect. Il y a un règlement qui est en vigueur, le règlement général de la protection des données. Et nous, en PAM, on préconise, au même titre qu'accompagner les entreprises sur les sujets cyber, c'est de traiter ce sujet. Alors effectivement, ce n'est pas la première arme contre les cyberattaques. Mais ça vous permet, si vous avez cette hygiène autour de ces données, de protéger à la fois vos données à caractère personnel et vos données clients, vos données de service. J'aime bien l'expression hygiène autour des données. Merci Harold. Merci. Autre thème qui nous tient à cœur à l'IFPAS, la cybersécurité et l'assurance. Il me semble que tous les patrons de PME, TPE ne sont pas assurés. David, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots, s'il vous plaît? Alors, effectivement, Laurent, le sujet de la cyberassurance tel qu'on l'a décrit est un sujet de préoccupation alors, pour les chefs d'entreprise, mais bien sûr pour les assureurs. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a constaté au travers de cette enquête que déjà, sur les entreprises qui avaient subi une cyberattaque, il y avait très peu de dépôts de plainte, à peine 20% de dépôts de plainte. Et puis, vous pouvez rappeler la nécessité du dépôt de plainte? Alors justement, il faut absolument déposer plainte quand on se fait cyberattaquer, parce que c'est ce qui permet aussi d'activer 9 fois sur 10 l'assurance. Sous quel délai le dépôt de plainte? Alors le dépôt de plainte, maximum 72 heures, de manière à pouvoir derrière transmettre les documents à son assureur. Encore faut-il avoir une cyberassurance ou faut-il avoir une clause de cyberassurance dans sa RCP, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, dans cette enquête, elle a révélé que seulement 10% des entreprises qui avaient été cyberattaquées, qui avaient déposé plainte, seulement 10% avaient été indemnisées, ce qui est finalement assez faible. Alors, pourquoi c'est une question qui peut être surprenante, mais pourquoi ne sont-elles pas indemnisées? Est-ce que leur contrat n'est pas adapté? Est-ce qu'elles n'ont pas voulu aller au bout de la démarche? Est-ce qu'elles avaient bien mis en place les outils nécessaires également pour être en conformité avec les préconisations des assureurs? Et donc ça, c'est une grande question. Toutes les compagnies d'assurance aujourd'hui ne font pas de l'assurance cyber. Il y en a même quelques-unes qui se sont retirées de ce marché au regard de la complexité. Donc, c'est un sujet qui est finalement toujours d'actualité. Manque de données. L'assureur a besoin de données aussi. L'assureur a surtout besoin d'un historique de données. Oui, et puis je pense qu'il a aussi besoin de garantir une certaine profitabilité sur ses contrats d'assurance. Et aujourd'hui, quand on voit les montants finalement qui sont le montant finalement des pertes financières des entreprises, c'est colossal. Le montant d'une cyberattaque, même sur une PME, ça peut s'évaluer en millions d'euros. Je vais vous donner un exemple sans citer le nom. Il y a une grande une petite collectivité française qui s'est fait cyberattaquer, qui a fait la une des journaux, je ne donnerai pas le nom, mais
C'était trois villes regroupées. Le montant de la cyberattaque, le coût de la cyberattaque, on l'estime, il n'est pas encore fini de chiffrer, on l'estime à 2,5 millions d'euros. Pour l'instant, leur assureur a remboursé 800 000 euros. Et moi, j'ai eu des échanges avec l'assureur qui m'a dit c'est vraiment notre plafond, 800 000 euros, alors qu'il n'y avait pas les outils en place, alors qu'il n'y avait pas les politiques qui avaient été mises en place, etc. Donc on a joué notre rôle d'assureur, mais jusqu'où on doit le jouer alors que les responsabilités n'avaient pas été prises. Et ça, c'est la grande question. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une collectivité quand même importante, mais quand on regarde ça à l'échelle des millions de TPME qu'il y a en France, c'est vrai que ça peut faire supporter un poids extrêmement lourd aux assureurs, alors que les TPME, on l'a vu dans l'enquête, n'assument pas complètement cette situation. On a vu qu'elles ne dégagent pas de budget aussi pour la cybersécurité. Et donc, à un moment, il va falloir trouver un équilibre qui soit un équilibre responsable entre les parties, de manière à ce que d'un côté, il y ait une protection intelligente et de l'autre côté, une assurance intelligente aussi. Plus les volumes vont être importants, plus l'équilibre va être facile à trouver. Et il me semble que l'enquête démontre, ce que j'ai cru comprendre, que les patrons de PME souscrivent de plus en plus. Là aussi, soyons optimistes, je vois une tendance très positive. Effectivement, l'assurance, pour nous, alors on n'est pas assureur, hein, mais c'est une démarche vertueuse. Premièrement, c'est important de s'assurer en cas de sinistre. Parce que le coût, et vous l'avez dit David, peut être très important. Donc ça permet aux entreprises de passer le sinistre et de pouvoir continuer et poursuivre leur activité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vue de APAV dans la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux, ça permet d'avoir une démarche de prévention. Parce que votre assureur va vous demander, avant de vous assurer, que votre entreprise se mette à niveau. Donc on l'a dit, sur les sujets humains, orga et techniques. Notamment, on parlait tout à l'heure de sauvegarde de données, c'est important d'effectuer des sauvegardes de données de façon régulière et avec des dispositifs qui sont adaptés. Oui, alors l'assurance, on appelle son assureur quand on a un sinistre. Donc vraiment, notre mission à tous, c'est de faire en sorte qu'on soit tous conscients, que si possible, 100% des entreprises à bon prix et à bon niveau de risque soient assurées, et ensuite, au quotidien, de considérer que les gestes de précaution, les mesures de surveillance, tout le monde utilise le cloud aujourd'hui, pour ses emails, pour ses applications. On est en train d'élargir le champ d'investigation, donc le champ potentiel d'attaque. Donc c'est un travail collectif. Et très sincèrement, sur le bilan économique, parce qu'on a beaucoup parlé des solutions qui sont faisables, n'oublions pas que notre devoir, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire chez FreePro, c'est de faire en sorte que les technologies qui sont désormais faciles puissent être moins chères. La fibre, on a vu son prix divisé par 2, voire par 3 au cours des 18 derniers mois. Le téléphone, tout ceci a permis d'abaisser la pression économique chez les chefs d'entreprise. S'il vous plaît, messieurs les chefs d'entreprise, messieurs, mesdames, chefs d'entreprise, consacrez une part de ce budget dégagé vers ces solutions. Je crois que c'est le grand message et que nous avons compris aussi au travers de l'enquête que nous avons conduite. Merci à tous pour cette émission. Je note tout de même, on avait introduit avec une problématique budgétaire, je note tout de même que toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer et pour des budgets qui restent raisonnables et modestes. Et les assureurs, me semble-t-il, sont également présents comme vous tous. Merci à tous. Merci. Je vous dis à bientôt pour la deuxième émission de la Table Ronde de l'assurance. Merci pour votre attention.